Donc tout le monde sait que parmi les savants, il y eut une femme remarquable, Marie Curie. Ses 2 prix Nobel et sa fin tragique, probablement par irradiation, n'y sont pas pour rien. Mais qui se souvient de Barbara McClintock? C'est la première femme à recevoir individuellement un prix Nobel de médecine en 1983, à l'âge de 81 ans. Ses découvertes en génétique, dans les années 40, avaient été reçues avec un tel scepticisme par ses pairs qu'elle stoppa ses publications dans les années 50. Il faut attendre que des chercheurs, 20 ans après, prouvent ce qu'elle avait déjà trouvé pour qu'elle soit réhabilitée. Qui se souvient de Rosalind Franklin, biologiste moléculaire britannique, qui participa de manière principale à la découverte de la structure de l'ADN en double hélice. Et pour cette découverte, 2 garçons, James Watson et Francis Crick, ont été honorés en recevant le prix Nobel. Et Rosalind Franklin mourra avant même d'être réhabilitée, dans les années 80-90. Qui sait que Mileva Maric, épouse Einstein, mathématicienne et brillante physicienne, qui contribua avec une probabilité très forte aux découvertes prestigieuses de son mari Albert, qui se souvient de Madeleine Pelletier, docteur, d'abord anthropologue, c'est pourquoi son souvenir m'est cher, puis médecin, puis il passe un doctorat de psychiatrie, et on lui refusera de pratiquer la psychiatrie parce qu'en tant que femme, elle n'a pas les droits civiques. Et donc elle sera médecin. Et elle a écrit, et donc c'est en direction de mes camarades, l'éducation féministe des filles, qu'elle publie en 1914. Qui se souvient de Clémence Royer, anthropologue, qui fit la première traduction en français de Charles Darwin, qui se souvient de Sophie Germain, mathématicienne, collègue du célèbre Gauss, et qui se fit reconnaître comme savant sous le nom d'un homme, Antoine-Auguste Leblanc. Et enfin, de Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, physicienne, qui fut la première traductrice des Principia de Newton en français. Par une admiration aussi forte peut-être que celle que lui porta Voltaire, le comité fondateur de notre institut a décidé en 2006 de lui donner son nom. Lorsque nous préparions cette journée sur féminisme, culture et contre-culture, et cette table ronde science, il nous a paru évident que l'ensemble des disciplines scientifiques, des mathématiques aux sciences de la communication, étaient concernées par les problématiques du genre. Il y a un problème ? Le gobelet ? Il y a un gobelet. Mais étant donné le temps imparti, 1h30, à cette table ronde, nous avons restreint nos ambitions et choisi 2 champs de recherche qui s'imposent dans le domaine. Le champ de la biologie, en ce qu'il produit un discours sur le corps dit réel, un corps qui, de ce fait, serait incontestable. Et le champ de l'histoire, en ce qu'il énonce un discours sur les représentations du corps, le masculin, le féminin. Nous avons en outre centré notre réflexion sur 2 aspects de la culture qui intéressent les féminismes. La fabrication des savoirs, d'une part, parce qu'il se situe à l'avant-garde de la production intellectuelle, et la transmission de ces savoirs. Il s'agit donc, en un mot, d'allier les questionnements théoriques novateurs et les questions sociales concrètes. Il semblait tout d'abord primordial de débroussailler l'une des grandes catégorisations de l'espèce humaine, si ce n'est la plus générale, et qui divise l'humanité entre hommes et femmes. Ces catégories relèvent du genre pour les sciences sociales et du sexe pour la biologie. Autrement dit, le genre, entendu comme phénomène de pensée, est un système symbolique et sémantique de catégorisation binaire hiérarchisée qui ne saurait être interchangeable avec le sexe, entendu comme fonction biologique permettant la procréation. Cette distinction rigoureuse vise, entre autres, à montrer ce qui, dans la notion de sexe, relève en fait du genre.
et également d'un questionnement d'une idée trop souvent acceptée comme allant de soi et qui pose le genre comme se fondant sur le sexe. Cet ensemble aboutit donc à une reproblématisation de la question. Et ceci n'est possible que dans une perspective interdisciplinaire, comme le montrent à l'évidence les recherches féministes, qui remettent en cause certains des postulats androcentrés de ces catégorisations pour formuler de nouvelles questions et produire de nouveaux savoirs. À propos des apports féministes dans la production de ces nouveaux savoirs en biologie, et Eliane Viennot tout à l'heure l'a mentionné, donc j'insiste sur le fait que l'Institut Émile du Châtelet est en train de produire la première traduction de notre collègue nord-américaine Anne Fausto-Sterling de son livre Sexing the Body. Et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui à cette table ronde l'anthropologue sociale Priscille Touraille, ici en bleu, dont les recherches portent sur la biologie évolutive et qui nous propose de sortir de l'imbroglio conceptuel entre genre et sexe, pour reprendre, Priscille, vos propres mots. Pour ce qui concerne les discours sur les représentations, l'histoire intervient à double titre. Chronologiquement, c'est une discipline pionnière, peut-être avec l'ethnologie en France, dans l'introduction des questionnements scientifiques féministes. Et conceptuellement, puisqu'elle a proposé une relecture de l'histoire de l'humanité en y incluant les femmes. L'un des premiers travaux de l'histoire féministe des sciences a ainsi été soit de redécouvrir des femmes savantes oubliées, soit de leur reconnaître certaines découvertes jusqu'alors attribuées à tel ou tel autre savant. Et c'est avec plaisir que nous recevons l'historienne Adeline Gargar, en noir cette fois-ci. Bonjour Adeline, qui étudie les représentations des femmes dans les discours littéraires, philosophiques et médicaux, notamment celles des savantes érudites au siècle des Lumières. Comme je viens de l'évoquer, les savantes dans le passé ont été fâcheusement oubliées ou leurs travaux minimisés. Et aujourd'hui, où en est le monde de la recherche universitaire? Comme en atteste le livre blanc et ses améliorations, donc je vais vous donner des chiffres. 2008, environ un docteur sur deux est une femme. Jusque-là, tout va bien. Pourtant, au niveau de l'emploi, seulement un chercheur ou enseignant-chercheur sur 3 est une femme. Si parmi les maîtres de conférences et les chargés de recherche, il y a environ 40% de femmes, ce taux tombe à 18% au niveau des professeurs et directeurs de recherche. On note en outre de grandes différences selon les disciplines. Les taux d'embauche féminines les plus élevés sont évidemment sciences humaines et sociales, et les taux les plus faibles en physique et mathématiques. On annonce en gros 20% pour le CNRS et les universités, en ce qui concerne la physique. La lutte est toujours vive, qui vise à ouvrir davantage aux femmes le domaine très masculin des sciences et des techniques. Pour nous en convaincre, si tant est que nous ayons besoin d'être convaincus, nous avons invité Claudine Herman. Bonjour Claudine, fondatrice de l'association Femmes et Sciences. Cette association qui a pour objectif de renforcer la position des femmes scientifiques, de promouvoir l'image des sciences auprès des femmes et d'inciter les jeunes filles à s'engager dans les carrières scientifiques et techniques. Les comportements sexistes disqualifiant les femmes sont toujours actifs, que ce soit par l'existence du plafond de verre que subissent chercheuses et enseignantes-chercheuses, que ce soit plus en amont, dès la prime enfance, par les aspects genrés de l'éducation qui disqualifient les filles. Vouloir une éducation non sexiste des enfants commence par la mise en place de formation des éducateurs, parents et enseignants. Nous avons invité Michel Zancarvini-Fournel, en violet. Bienvenue Michel, bonjour. Dont on connaît les travaux sur la diffusion d'une culture féministe dans les IUFM, Instituts universitaires de formation des maîtres, en direction des futurs professeurs des écoles, collèges et lycées.
J'ai le plaisir à présent de présenter nos 4 collègues avant d'en venir aux questions. Alors, Adeline Gargam. Vous êtes professeur certifié de lettres modernes et enseignante à l'Université de Bretagne occidentale. Vous êtes spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle. Votre domaine de recherche en histoire des mentalités et des représentations est surtout centré sur l'histoire du genre, et vous soutiendrez en 2011 votre thèse sur les femmes savantes et les femmes de culture dans la littérature des Lumières. Nous attendons ce moment avec impatience. Vous avez en outre écrit des articles concernant la visibilité des femmes, notamment des notices et articles pour le Dictionnaire des femmes des Lumières. À propos des femmes scientifiques, sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici, j'ai plaisir à signaler votre colloque à venir sur les femmes de science, réalité et représentation depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. J'ai déjà une question, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de matière. Claudine Hermann, vous êtes agrégée de physique, docteur en sciences, spécialiste de la physique des solides. Vous avez été la première femme nommée professeure à l'école polytechnique en 1992. Parallèlement à vos activités de physicienne, vous vous êtes intéressée à la situation des femmes scientifiques en Europe. En 2000, vous fondiez l'association Femmes et Sciences, dont j'ai déjà tout à l'heure donné les objectifs. Vous êtes vice-présidente de la plateforme européenne des femmes scientifiques, membre du conseil d'administration de la fondation d'entreprise EADS. Je ne vous le dirai pas en anglais. Vous êtes l'auteur de 85 publications de physique et de 35 publications dans le domaine du genre, des sciences et des techniques. Priscille Touraille. Vous êtes socio-anthropologue, chercheuse associée au laboratoire CNRS-MNHN éco-anthropologie et ethnobiologie. Anthropologue du genre, vous articulez dans vos recherches les paradigmes en sciences sociales sur le genre et les paradigmes en sciences de la vie sur le sexe. Vous vous intéressez particulièrement aux pratiques alimentaires genrées et aux conditions de sélection sociale de certains caractères sexués au cours d'évolution humaine. Vous avez reçu le prix de la ville de Paris pour une thèse sur le genre, le prix Le Monde de la recherche universitaire et une allocation de recherche postdoctorale de l'Institut Émilie du Châtelet. Alors, je ne manque pas de citer le titre courageux de votre grand travail publié en 2008, le titre de votre thèse donc, Dimorphisme sexuel de taille corporelle, des adaptations meurtrières, point d'interrogation. Les modèles de la biologie évolutive et les silences de l'écologie comportementale humaine. Et je citerai également parmi vos articles, Rose et Bleu, des attributions dictées par une évolution sexuée de la vision, point d'interrogation, ou otage préceptes de la discrimination de genre, point d'interrogation toujours. Et un second article parmi vos nombreux articles, Des poils et des hommes, entre réalité biologique et imaginaire de genre eurocentré. Michel Zancavini, bonjour, vous venez de loin. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lyon 1 dans le laboratoire de recherche historique, l'ARA. Spécialiste d'histoire sociale du temps présent, vous avez publié entre autres, de nombreux articles sur l'histoire des femmes et du genre. Vous co-dirigez avec Françoise Thébault, qui était là la semaine dernière, la publication de la revue Clio, Histoire, Femmes et Société, dont vous avez personnellement coordonné 7 numéros. Félicitations. En juin dernier, vous organisiez le colloque Genre en éducation, et votre intérêt pour ce thème est ancien car vous avez consacré de nombreuses années à mettre en œuvre une formation au genre au sein de l'IUFM de Lyon. Par ailleurs, vous travaillez sur l'histoire de la mixité en général et dans ce cadre, vous êtes responsable de l'ANR, le genre des rébellions urbaines. Quel rôle pensez-vous que le féminisme a joué
dans vos productions et dans vos actions? Pour moi, jouer le féminisme dans les premiers instants de ma recherche. En fait, aujourd'hui, je ne devrais pas être là, je serais peut-être américaniste dans un département d'ethnologie, parce que c'était ça que je voulais faire au départ. Et en fait, ce que je voulais juste vous dire là par rapport à cette première question, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé dans ma vie privée, enfin, qu'on dit privée, mais enfin, dans la vie qui n'est pas la vie de la recherche, a joué un rôle essentiel dans l'orientation que j'ai prise par rapport au métier que j'ai voulu faire et à ma démarche en anthropologie. Comme beaucoup de jeunes femmes, toujours aujourd'hui, j'étais prise dans des relations conjugales conflictuelles où la négociation des tâches quotidiennes était vraiment un combat et qui était quelque chose d'assez épuisant. Et ça m'a donné envie d'y réfléchir et de poser des questions au niveau de la recherche. Alors je me suis mis à lire ce qu'il y avait à l'époque et à aller à des séminaires qui étaient assez peu nombreux dans les années, au milieu des années 90. Et je ramenais des bouquins à la maison et plus je ramenais des bouquins et plus je lisais et plus j'argumentais et plus ça devenait difficile la négociation à tel point que bon, ben, les livres je me les suis fait un petit peu voler et puis j'ai fini par entendre dire que j'avais un cancer du cerveau. Donc cette bataille au quotidien m'a fait me dire, comme j'ai quand même un assez mauvais caractère, que je devais, enfin c'était la bonne voie, qu'il fallait que je continue et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire parce que j'étais sûrement pas la seule à vivre ce genre de problématiques quotidiennes et que peut-être il fallait travailler à ce que ça s'améliore et ça change. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. 1 minute 16 secondes. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire là oui, j'ai découvert le féminisme différentialiste et le féminisme matérialiste à ce moment-là. Donc, je me suis évidemment opposée au féminisme différentialiste qui me semblait le même monde, mais dans l'autre sens. Et le féminisme matérialiste, la critique dans les sciences du féminisme matérialiste a été mon premier, enfin les lectures, vous voyez, Monique Wittig, Colette Guillaumin, Nicole Claude Mathieu, enfin toutes les personnes, Christine Delphi, toutes les personnes qui avaient là en France dans les sciences sociales à ce moment-là ont été le déclencheur donc de mes premières recherches. Mais si j'ai encore une demi-minute, je voulais dire que je m'y suis aussi opposée dans le sens où ce courant de pensée avait mis les questions du biologique de côté. Et pour les sciences sociales, enfin, c'est pas un problème de la critique féministe en sciences sociales, c'est un problème des sciences sociales de penser que le biologique n'est pas, que les caractères biologiques sont fixés d'une certaine manière dans l'évolution, enfin que du moins les caractères biologiques n'évoluent plus dans l'espèce humaine. Donc j'ai eu pas mal de frictions, voilà, avec
avec les féministes matérialistes de l'époque. Et donc je me suis, voilà, je me suis posée aussi contre ce mouvement-là, tout en étant partie de leur projet. J'avais commencé par un Master 1 en étudiant les Amazones dans la littérature des Lumières. Et donc j'ai étudié à la fois la mythologie et aussi les fantasmes que les hommes avaient élaborés autour des femmes et autour des Amazones. Et je me suis rendu compte, à l'issue de ce travail, qu'il existait une vision très androcentrée du monde qui supposait une iniquité dont les femmes étaient les victimes. Et donc cela m'a conduit à ressentir de l'empathie envers ces femmes et leur destin, et donc à participer à une réparation des injustices faites aux femmes, tout en frayant donc la voie d'une revanche de femmes. Et j'ai donc poursuivi par un Master 2, donc qui, lui, était consacré aux femmes savantes dans la Comédie des Lumières. Alors, bon, c'était en fait une ébauche de ma thèse actuelle, qui est-elle consacrée aux femmes savantes et aux femmes de culture dans la littérature des Lumières. Alors, cette thèse est un travail de remémoration, où je réhabilite à la fois les femmes savantes et les femmes de culture dans leur existence sociale, intellectuelle, et aussi dans leur difficulté à la vivre. J'étudie aussi l'histoire des mentalités et des représentations, car selon moi, donc, la question de l'iniquité masculine-féminine est historiquement une question de mentalité et de leurs conséquences. J'entends par là les usages, les habitudes, les perceptions et les représentations, finalement, autant que les disparités juridiques. Alors, quant à mes articles, donc, je travaille sur quelques individualités, donc sur des femmes de science, des femmes qui ont œuvré dans le domaine de la chimie, dans le domaine des sciences naturelles, dans le domaine des sciences occultes, dans la médecine. Alors, pour vous citer quelques noms, j'évoquerai Madame Thiroux d'Arconville, la marquise d'Urfé, Mademoiselle Le Boursier du Coudray. Bon, je pense que très peu de personnes ici n'en a entendu parler. Et finalement, la prestigieuse marquise du Châtelet est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et cette forêt que j'ai découverte, c'est cette masse impressionnante et variée d'écrits littéraires et scientifiques, donc composés par des femmes au XVIIIe siècle. Et donc une masse impressionnante et variée qui témoigne à la fois d'un immense continent, peu exploré car pas toujours édité, et aussi d'une créativité féminine intense qui révèle une soif évidente de se cultiver, d'apprendre et d'expérimenter. Alors, je n'ai jamais été une militante de la cause féministe, mais j'ai l'impression par mon travail d'œuvrer pour la cause des femmes. Et je pense qu'on peut considérer mon travail comme féministe dans la mesure où il est une action en faveur des femmes, en les ramenant à la mémoire collective. Et le but que je me suis fixé, c'est donc leur rendre leur existence à la fois sociale, historique, et aussi intellectuelle, et aussi leur identité à travers leur nom. Et en fait, mon travail pourrait être considéré pourrait s'inscrire dans une action contre l'amnésie, face à une multitude insoupçonnée et insoupçonnable de femmes qui ont œuvré donc, dans la connaissance littéraire et en l'occurrence scientifique. Donc pour conclure, je dirais que je me suis rendu compte qu'on pouvait vivre un engagement à la fois personnel et intellectuel de type féministe sans forcément correspondre donc à la vision stéréotypée qui est véhiculée de la vie. Alors en ce qui me concerne, moi il y a eu un tournant dans ma vie, c'est un événement qui s'est passé en 1992 dont Evelyne a parlé. C'est le moment où je suis passée professeure à l'école polytechnique. Alors précédemment et après j'étais physicienne dans les deux cas. Je travaillais dans un laboratoire où il y avait
quasiment pas d'autres femmes que moi, peut-être une autre ou peut-être pas du tout. Et je me contentais de faire mon travail de physicienne et puis de gérer ma famille à côté, mes 3 fils, sans avoir une réflexion particulière sur ma situation. Et puis, il se trouve que, par un concours de circonstances qu'il est trop long de raconter dans les 5 minutes qui me sont imparties, je me suis trouvée dans cette situation. D'abord, je ne savais pas que je serais la première, la nouvelle. L'école existait depuis 198 ans, donc c'est sur moi que c'est arrivé. Et à ce moment-là, je me suis sentie un peu investie d'une mission de ne pas rester toute seule, on va dire. Et donc, c'est à cette époque que j'ai fait la connaissance du Guet de Lavaux, et disons que dans le milieu des années 90, il y a eu pas mal de choses qui ont poussé avant la question des femmes en sciences, en particulier la question de la parité en politique, a amené un certain nombre de gens à réfléchir sur la manière dont on prenait le pouvoir, ou quelles étaient les voies vers le pouvoir en France. Et la voie des grandes écoles scientifiques était une de ces voies-là. Et donc c'est ainsi que petit à petit, dans le courant des années 90, justement avec Guette, qui m'a beaucoup appris et qui est morte en 2003, j'ai avancé dans la réflexion. Et donc il y avait un contexte qui était, disons, relativement porteur, et qui s'est trouvé aussi porteur en Europe en 98, à l'époque où Edith Cresson était commissaire à la recherche, et où il y a eu un nouveau colloque sur les femmes et la science, avec la volonté de faire aboutir des choses. Donc je me suis trouvée à ce moment avec cet état d'esprit dans cette voie, et c'est ainsi que, par exemple, en 2000, j'ai participé avec d'autres personnes à la création de l'association Femmes et Sciences, et que j'ai été aussi impliquée à partir de 1998 à la Commission européenne dans un certain nombre de travaux sur les femmes et les sciences dans l'ensemble des pays de l'Europe, qui à l'époque était l'Europe des 15, puis l'Europe des 25, puis l'Europe des 27, et ceci jusqu'à mon départ à la retraite fin 2005. Et en parallèle, disons à partir de 2003, j'ai donc participé à la création de la plateforme européenne des femmes scientifiques, dont je suis la vice-présidente. Alors, pour fixer un tout petit peu les idées, je vais vous dire ce qui se fait là-dedans et pourquoi on travaille. Alors, donc en fait, l'association Femmes et Sciences, Evelyne l'a décrite un peu tout à l'heure, en fait, il y a 2 grands axes. Il y a un axe qui concerne les femmes qui sont déjà dans les carrières scientifiques et techniques des secteurs publics et privés, qui consiste à renforcer leur position, à promouvoir l'image de ces femmes. Et puis il y a une deuxième voie qui était, au moment de la création de l'association, inciter les jeunes filles à s'engager dans les carrières scientifiques et techniques, et qui aujourd'hui est inciter les jeunes à s'engager dans les carrières scientifiques et techniques, parce qu'il y a un problème, non seulement du côté des jeunes filles, mais aussi du côté des jeunes garçons. Alors, pour ce qui est de la plateforme européenne des femmes scientifiques, c'est en fait une association internationale sans but lucratif déposée en Belgique, de droit belge, donc l'équivalent tout à fait des associations 1901 de France, mais dont les membres sont des associations ou des réseaux. Par exemple, l'association Femmes et Sciences française est un des membres de la plateforme européenne des femmes scientifiques. Alors, pourquoi est-ce que cette association a été créée? Au départ, parce que la Direction Générale Recherche de l'Union Européenne essayait d'agir à la fois par en haut et par en bas sur la question de la place des femmes en sciences. Et donc, une réunion d'association, c'était un petit peu la voie de la base, on va dire. Alors, les buts, ils sont liés avec l'Europe, on va dire. C'est, tout à fait, j'ai presque fini, c'est apporter une valeur ajoutée européenne en assurant que la voix des femmes scientifiques est prise en considération lorsqu'on établit des programmes de recherche européens, et promouvoir la compréhension et l'inclusion de la question du genre dans les politiques scientifiques. Et comme je dirais plus loin, dans les 2 cas, il y a eu des hauts et des bas. Oui, il y a une forme de paradoxe à discuter de la question du rôle du féminisme dans les productions historiques, particulièrement les productions personnelles, parce que je vous rappelle le titre du premier manifeste public, on va dire le premier numéro public, portait ce titre, « Libération des femmes, année zéro ». Donc, l'idée des féministes, pour la plupart, c'était qu'elles étaient en train de faire de l'histoire et qu'on n'avait pas forcément à s'occuper
de l'histoire des femmes. Vous avez dit tout à l'heure que l'histoire était une discipline pionnière. Alors elle peut peut-être être considérée comme une discipline pionnière par le retentissement que peuvent avoir un certain nombre de travaux dans l'espace public, on peut dire. L'histoire des femmes en Occident, qui a été publiée en 1991-1992, les 5 tomes, donc de l'Antiquité au XXe siècle, s'est vendue à des dizaines de milliers d'exemplaires en France, et elle a été beaucoup traduite. Il y a toute une série de productions culturelles, des émissions de télévision, de documentaires, de films, qui mettent en avant cette histoire des femmes. Et pourtant, on ne peut pas dire que la discipline en tant que discipline scientifique et universitaire soit pionnière. Je pense que s'il faut donner des médailles, la médaille doit revenir à la sociologie quand même, hein, bon, on l'a dit tout à l'heure, Christine Delphi et l'anthropologie ont tout de suite quand même été déterminantes au moment de la naissance, du renouveau, on peut dire, du mouvement féminisme. Alors personnellement, j'ai donc fait de l'histoire, et c'était déjà un combat, parce que la discipline historique à l'époque, et là encore un tout petit peu, était essentiellement une discipline considérée comme masculine, parce que liée à l'État, et il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les études, dans les études d'histoire, et dans les collèges et lycées aussi. Et c'est très récemment que dans les lycées, il y a légèrement plus de professeurs femmes que de professeurs hommes. Donc c'est resté... il y a un genre des disciplines aussi. Hein. Et l'histoire donc est une discipline donc masculine de fait dans sa constitution. Personnellement, j'ai commencé par étudier l'histoire des femmes d'en bas, on dit maintenant, des grèves. Évidemment, c'était l'époque, ça fait un peu plus longtemps que mon magazine. Ça fait bien une quarantaine d'années que je fais de l'histoire. Et donc, et en province aussi, des grèves donc, où les femmes s'étaient couchées sur les voies pour empêcher les jeunes classes de partir au front en 1917-1918. Ça ressemblait à la grève générale qu'il y avait eu récemment. Donc quand j'ai commencé l'histoire, c'était la période la plus récente qu'on pouvait étudier, puisqu'à l'époque c'était 50 ans pour accéder aux archives. Et donc c'était toujours l'idée de partir des questions du présent pour étudier le passé. Donc les femmes d'en bas, et si je peux faire un rapprochement avec ce qu'on vivait dans le mouvement féministe, c'est que je me suis par exemple intéressée aux chansons. J'ai récupéré les chansons des femmes du passé qui étaient faites sur des airs connus, comme ce sera le cas chez les féministes. Et puis, l'attention portée au féminin par une fraction des féministes, dont je ne faisais pas partie, mais quand même, ça peut poser des questions, m'a conduit à une histoire de la maternité et de l'accouchement, avec toujours l'histoire du décalage entre Paris et les villes de province, une histoire de longue durée, et aussi une histoire pluridisciplinaire. Et là, je crois que la pluridisciplinarité, c'est une des caractéristiques, enfin, je pense qu'il faut insister là-dessus, du questionnement féministe dans les sciences, puisque l'anthropologie et l'ethnologie donc, ont été d'un tel intérêt pour cette histoire. Donc je la formule et j'appellerai Michel, de nouveau vous, en premier, donc, et je formule ma question. Pensez-vous que vos travaux ont eu, ou vont avoir, un impact sur les inégalités entre les hommes et les femmes? Quelles évolutions avez-vous constatées concernant ces inégalités dans votre domaine? Alors, je vais partir d'un aspect pour cette question-là de mes travaux qui porte sur l'histoire de la mixité et de la coéducation, qui ont donné lieu à un numéro de Clio, justement, réalisé avec Françoise Thébault. C'est lié à mon intervention professionnelle dans la formation des enseignants. Faire la distinction donc entre coéducation, c'est-à-dire une politique d'éducation égalitaire volontariste, qui a été discutée depuis le XIXe siècle, et la mixité, c'est-à-dire la coexistence des filles et des garçons tardivement légalisée en 1976, mais qui n'induit pas forcément l'égalité. Alors, ce travail a consisté donc un travail avec les jeunes professeurs sur leurs pratiques pédagogiques,
qui s'est appuyé sur une littérature scientifique transdisciplinaire, donc sociologie, sciences de l'éducation, anthropologie, philosophie et histoire. Et c'était une aide, ça a été parce qu'il n'y a plus de formation des enseignants, comme vous le savez. Donc ça a été une aide à la prise de conscience donc, de ces jeunes collègues débutants sur la question des inégalités entre garçons et filles, par exemple celle de la domination sonore des garçons dans les classes, d'une façon générale. Dire que l'élève n'est pas un être neutre, c'est une affirmation qui en fait était scandaleuse il y a une dizaine d'années. Je me souviens d'avoir eu beaucoup de soucis dans les premiers groupes que nous avons constitués pour discuter ces choses-là. Un élève, c'est un élève, il n'est pas garçon ou fille. Les jeunes collègues n'en voulaient pas. Donc c'est progressivement que l'attention aux évolutions récentes dans les classes et leurs réflexions leur ont permis et m'ont permis aussi de réfléchir aux mutations du genre dans le très contemporain. En effet, on assiste progressivement à une prise de conscience de la différenciation du statut des filles selon les groupes sociaux parentaux, mais aussi les histoires individuelles et familiales. Nous avons prêté une très grande attention, certains me l'ont reproché d'ailleurs, aux formes de violence de certaines filles exprimées dans l'espace scolaire, comme aux réactions d'un virilisme exacerbé, en réaction à la diffusion de la revendication paritaire dans l'espace public. Je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. La question de la parité a fait beaucoup pour transformer les mentalités. Et du coup, aussi un phénomène qui était nouveau, pour moi qui suis dans l'enseignement depuis assez longtemps, la massification sexuelle conduit en fait à une sexuation des enseignants de la part des élèves. Les hommes qui ne correspondent pas à des normes viriles, les femmes trop féminines ou pas assez, subissent en fait des propos et des pratiques sexistes de la part de certains élèves, ou certaines élèves d'ailleurs. Donc c'est une vraie question qui est une question nouvelle de mon point de vue. Tout à l'heure, donc l'association Femmes et Sciences a une partie de ses objectifs qui est liée à l'orientation des jeunes, et en particulier des jeunes filles vers les sciences. Alors pour cela, nous rendons dans les classes, nous rencontrons chaque année entre 3 000 et 4 000 élèves, ce qui est beaucoup pour une petite association, mais vraiment une goutte d'eau par rapport au nombre d'élèves dans une classe d'âge qui est de l'ordre de 500 000. Donc c'est très difficile de savoir si nos actions ont pu avoir un effet réel sur les enfants que nous avons rencontrés. Comme tous ces genres d'actions, il n'y a pas vraiment d'évaluation, et puis même s'il y en avait une, on aurait bien du mal à dégager les différents paramètres qui ont produit l'effet. Et ce serait un parmi d'autres. Alors, donc, d'autre part, ce problème de l'orientation des jeunes filles vers les sciences, c'est une question très ancienne, puisque moi, dans les documents que je connais, dès 1993, il y avait des colloques organisés par le ministère de l'Éducation nationale sur la question. Donc, ça fait quand même 27 ans maintenant, et 27 ans après, quel a été l'effet non seulement de Femmes et Sciences, mais des différentes actions sur cette variation de l'orientation des enfants, on est incapable de le dire. Alors en plus est arrivé un paramètre extérieur qui est mondial, qui est ce qu'on appelle la crise de la désaffection des sciences. Donc là aussi, on ne peut pas savoir ce qui serait passé si cette crise avait eu lieu et qu'on n'avait pas fait les actions qu'on a faites. Donc pour ce qui est de l'évaluation de l'impact, j'ai beaucoup de mal à le dire dans ce domaine-là. Alors l'association a des actions qui concernent les femmes dans le domaine scientifique. Alors, il y a des colloques annuels pour améliorer la connaissance de nos adhérentes et du grand public. Il y a tout un travail de surveillance, de nomination qui est particulièrement austère. Je donnerai juste quelques exemples. Bon, d'abord, hier encore est partie une lettre de chez nous à propos de la composition du conseil d'administration de l'établissement Paris-Saclay, dans lequel il n'y a pas une femme. Bon, nous écrivons, c'est pas pour ça que ça va changer la situation, mais à force d'écrire, peut-être qu'on arrivera aussi à une prise de conscience. Donc ça, c'est un travail que je qualifierais d'ingrat, mais qui est nécessaire, il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors, est-ce qu'il y a une évolution autour de ça? Moi, je dirais que au niveau des paroles, on entend un petit peu moins directement d'absurdité qu'on entendait il y a 10 ou 15 ans. C'est moins en face. Mais ça ne veut rien dire sur les actions qui se passent avec.
Par exemple, dans la plupart des journaux, des magazines, on entend parler du plafond de verre. Maintenant, les gens savent ce que c'est. Mais si on revient aux nominations, ça prouve aucune garantie sur les actions qui vont avec. Alors, juste un tout petit mot sur le niveau européen. C'est encore un peu plus compliqué parce que l'engagement sur le problème de la place des femmes dans la société dépend énormément de l'histoire et de la culture de chaque pays. Alors c'est sûr qu'en France, c'est pas comme en Allemagne. Bon, le fait qu'il y ait eu la guerre, mais même avant la guerre, le chancelier Bismarck qui voulait que les femmes restent à la maison, ça a profondément influencé la société. Dans tous les pays d'Europe centrale et orientale, les différentes phases politiques qui ont eu lieu, en particulier le passage dans le communisme où le droit d'association n'existait plus, sauf pour le Parti communiste, et puis ensuite le retour à une situation comme avant, a beaucoup, disons, perturbé. Et aujourd'hui, la manière dont les femmes en particulier s'associent est beaucoup plus difficile parce que la culture n'y est que très... Les travaux vont avoir un impact. Alors... Soyez prétentieuse. Alors, en toute modestie, oui, peut-être qu'ils vont avoir un impact dans le sens où ils remettent en question certaines idées reçues, notamment donc, dans le rapport entre les femmes et les sciences. Alors, dans ce domaine, j'ai pu en effet constater 3 évolutions majeures. La première évolution concerne la place de la femme donc, au XVIIIe siècle, dans l'activité scientifique, et notamment toute l'importance de sa participation. Au cours de ma recherche doctorale, j'ai recensé plus de 150 noms féminins. Alors oui, tout à l'heure, j'ai oublié de le dire aussi, donc 150 noms de femmes scientifiques, et donc j'ai réalisé aussi un dictionnaire bibliographique qui comporte en tout, quand je parlais des écrits littéraires et scientifiques, entre 500 et 600 noms de femmes pour le seul XVIIIe siècle. Donc ce qui est quand même assez important. Et donc parmi elles, 150 femmes scientifiques, donc, qui se sont illustrées dans le domaine des sciences naturelles et occultes, dans le domaine de l'astronomie, des sciences médicales, de la physique-chimie, etc. Enfin, dans tous les secteurs de la science. Alors, bon, certes, elles n'ont pas joué un rôle d'égale influence. Alors dans ce domaine, il en était qui s'en tinrent plutôt à un dilettantisme mondain et philanthropique. Je pense notamment aux femmes qui tenaient des cabinets d'histoire naturelle. Mais il en était d'autres qui ont fait de la pratique scientifique une activité vraiment savante et pédagogique, à finalité même parfois lucrative. Alors soit en collaborant aux travaux de la communauté masculine des savants, je pense notamment aux femmes astronomes, ou aux traductrices, ou soit en travaillant de façon autonome et émancipée. Je pense notamment à une personne comme Mademoiselle Biron, qui possédait un cabinet d'anatomie et qui a formé donc à cette science les différents milieux de la société. Alors, la deuxième évolution concernerait plutôt le statut de la science dans la société d'Ancien Régime. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, j'ai dit 150 noms. Ce chiffre est important parce qu'il montre que les sciences n'étaient plus du tout une affaire élitaire et masculine. Et que en fait, cette évolution est due en partie donc, à la scission opérée entre la communauté ecclésiale et la communauté savante durant la Révolution scientifique. Cette scission a finalement relâché les obstacles qui pesaient sur les femmes, et finalement parce que la science n'était plus du tout, était moins, on va dire, je ne vais pas dire plus du tout, mais était moins la culture des élites, mais était devenue une culture de masse, librement diffusée dans les foyers, les lycées, les musées. Un certain nombre de femmes issues de la haute société put donc y accéder et même s'y frotter. Et cela donc avec l'adhésion, certes non unanime, mais assez large des savants et aussi des autorités civiles. Et donc j'en viens ici à la troisième évolution,
Donc c'est le clivage que j'ai constaté entre les femmes dites de sciences et les femmes dites de lettres. En fait, le territoire des lettres était un secteur très androcentré. Et dans son ensemble, le XVIIIe siècle ne fut guère favorable à l'éclosion des femmes de lettres. La plupart étaient ridiculisées. Et il en était tout autrement pour les femmes de sciences, qui, elles, étaient respectées et admirées par les savants, qui avaient même intégré certaines d'entre elles dans leur communauté scientifique. Et donc, ces femmes n'étaient pas du tout de simples assistantes ancillaires ou de simples disciples, mais des collaboratrices et même parfois des mentors. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que les savants avaient foi en leurs compétences et que finalement, le vieux préjugé culturel concernant l'infériorité intellectuelle des femmes était en train de s'amenuiser dans les mentalités. Et bon, un petit mot, je pense, là je partage la vision de Gérard Chazal qui dit que c'est sans doute la démarche anti-religieuse de certains hommes de science, en fait, qui remettaient en question les préjugés donc assimilés à l'intolérance et la superstition. Cette démarche n'a sans doute pas épargné donc, le vieux préjugé concernant les femmes. Donc, si la révolution scientifique a incontestablement préparé l'émancipation intellectuelle des femmes dans le domaine des sciences, elle a aussi sensiblement modifié les représentations mentales à l'égard de la femme en entamant le dogme de la supériorité masculine. Je pense que, comme Catherine McKinnon, que l'égalité homme-femme, c'est un oxymore. Enfin, tout le monde sait ce que c'est qu'un oxymore ici. Je pense qu'il ne pourra y avoir d'égalité, entre guillemets, que quand les hommes et les femmes auront... Enfin, quand on cessera de se définir comme homme et comme femme. Voilà. Donc, évidemment, je ne pense pas que mon travail puisse œuvrer à l'égalité homme-femme, puisque je ne crois pas, que tant qu'il y aura des hommes et des femmes, ce concept peut marcher. Sortie du paradoxe, je veux quand même bien retourner un peu dans un univers des sphères un peu moins théoriques. Et pour tout le monde, l'égalité homme-femme, les inégalités, oui, je suis d'accord avec, elles existent. Et moi, ce qui m'a intéressée au départ, enfin, quand j'ai commencé à poser la question du biologique, qui, comme je vous disais tout à l'heure, n'était pas soulevée par la critique féministe dans les sciences sociales, ce qui a toujours posé problème à cette critique-là, c'était les inégalités, et au féminisme en général, aussi au féminisme politique, c'était les inégalités, le concept d'inégalité biologique. On a toujours dit, il y a des différences, enfin plutôt dans la pensée ordinaire, il y a des différences, et puis le biologique est neutre, il n'y a pas d'inégalité biologique, etc. Les inégalités sont sociales. Moi, je ne sais pas trop comment penser la question. Est-ce que si on prend le terme inégalité dans un sens mathématique, ça peut être simplement, quelque chose qui n'est pas semblable. Le concept d'inégalité biologique ne me gêne pas. Sauf que dans le travail que j'ai entrepris, enfin l'hypothèse que j'essaye de soutenir que j'ai essayé de soutenir dans ma thèse, c'est quelque chose qui n'avait pas été pensé par les féministes avant moi, c'est-à-dire justement à cause de cette idée que les caractères biologiques sont fixés, qu'il n'y a plus d'évolution dans l'espèce humaine. Je me suis posé la question, est-ce que des pratiques, des représentations et des pratiques sociales ne pourraient pas
ne pourrait pas avoir pour conséquence des caractères biologiques. Et donc, si par exemple l'idée que les hommes doivent être plus grands que les femmes conduit à des pratiques matrimoniales où c'est les hommes les plus grands qui ont le plus d'enfants et les femmes les plus petites qui ont le plus d'enfants, comme ça a été prouvé récemment, ou dans les sociétés occidentales, ou des inégalités nutritionnelles que à peu près tous les anthropologues qui ont travaillé dans les sociétés humaines montrent que ces inégalités existent, que les femmes sont déprivées des protéines, vraiment à un point très, très fort. Toutes ces pratiques-là pourraient donner ce qu'on appelle en biologie le dimorphisme sexuel de stature, donc l'écart moyen de stature entre les hommes et les femmes. Donc, des inégalités sociales, ou des idéologies, des inégalités sociales pourraient donner des caractères biologiques, et comment à ce moment-là on les appellerait. Voilà, je ne veux pas donner la réponse, pour moi, oui, ça s'appelle... C'est à la fois une inégalité sociale et une inégalité biologique. Mon travail n'a pas un impact sur les inégalités réelles de la société, celles qu'on vit tous les jours, mais ça a un impact sur la perception, de l'idée. Comment concevez-vous votre rôle dans la diffusion de cette nouvelle culture non sexiste? Quel risque avez-vous pris? Où comptez-vous prendre dans cette perspective? Question à deux parties. Le rôle dans la diffusion de la culture, donc comme je me suis placée sur le point de vue associatif, c'est le rôle de l'association. Et je dirais que c'est un travail principalement de diffusion des idées, d'agitation un peu, de partage gratuit, puisque notre savoir-faire, nous le mettons sur Internet, nous le diffusons le plus largement possible pour que les idées, en particulier sur l'orientation des jeunes, soient connues du plus grand nombre de gens possible. Alors, cette approche aussi, c'est une approche en tant que modèle sur le terrain, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui rencontrent beaucoup de jeunes. C'est assez compliqué à organiser, assez lourd, mais je pense que c'est le plus efficace. Aujourd'hui, où il y a beaucoup de choses sur Internet, rien ne vaut un plus loin. Ah, la bouteille. Ah, excusez-moi. Bon. Rien ne vaut le contact avec des vraies personnes. Alors, pour ce qui est des femmes scientifiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un travail de veille permanente sur les nominations, sur l'image dans les publicités. Nous avons eu, il y a 2 ans, une grande bagarre avec le Conseil général des Yvelines qui avait fait une campagne pour prôner la technologie, où il y avait des images de femmes avec des inscriptions sur la poitrine, avec ou sans tête selon les années, qui étaient complètement grotesques. Ce genre de choses, il y en a beaucoup, et il faut tout le temps être sur le qui-vive, et de temps en temps, on s'y fatigue un petit peu. Alors, ce que nous pensons important chez Femmes et Sciences, c'est qu'en tant que femmes scientifiques, nous avons été obligés dans notre métier, ou nous sommes obligés dans notre métier, d'avoir de la rigueur, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui de l'excellence. Enfin, autrefois, on ne disait pas le mot excellence, mais on disait autre chose, et ça revenait pareil. Et donc, dans nos actions, pour défendre la cause que nous soutenons, nous souhaitons mettre cette même rigueur, cette même excellence que dans notre travail de scientifique. Nous avons des revendications continues, peut-être modérées, mais continues, et nous sommes présentes auprès des enfants, mais aussi dans des cercles dont la mission première n'est pas le féminisme. Et là, c'est important de lever le doigt de temps en temps et dire « Vous faites quoi pour les femmes pendant ce temps-là ?» Quand je suis à la fondation d'entreprise EADS et qui décide de grandes choses, je dis « Et les femmes ?» Bon, ils sont habitués, ils savent que je suis là pour ça. Bon, quand j'étais au comité scientifique à la Cité des Sciences, c'était la même chose. Ils faisaient des grandes opérations et ils avaient pensé aux filles. À l'Association française pour l'avancement des sciences, pareil. Bon, là, évidemment, on n'a pas des grandes conquêtes, mais c'est par cette présence continue et puis cette sensibilisation qu'on espère que les choses vont avancer.
Alors maintenant, au niveau des risques, moi personnellement, j'ai pas vraiment pris de risques parce que quand je me suis engagée dans tout ce genre de réflexion et d'action, ma carrière professionnelle avait atteint le maximum de ce qu'elle pouvait être. J'ai plutôt dépensé beaucoup de temps et d'énergie, et peut-être que la prise de risque, elle n'était pas professionnelle, mais elle était par rapport à ma vie personnelle et ma tranquillité et peut-être ma santé. Bon, alors au plan international, je voudrais dire que ça nécessite encore plus d'efforts pour arriver à passer les barrières culturelles et linguistiques qui existent entre les femmes elles-mêmes. Il y a évidemment les barrières avec le reste du monde, comme partout, mais en plus, quand on commence à s'intéresser à des problèmes qui dépassent les frontières, c'est encore plus. La diffusion d'une culture non sexiste, ça pose à peu près le même problème que la question des inégalités. Parce que pour avoir une société non sexiste, est-ce qu'on peut continuer à se définir par son sexe et abolir le sexisme? Moi, je pense pas. Donc, mon rôle en ce moment, après le travail que j'ai fait sur les caractères du dimorphisme sexuel, c'est de voir les implications théoriques de ce travail et en essayant de croiser justement les modes de pensée des sciences de la vie et des sciences sociales, j'en arrive à me dire que les études de genre, qui sont largement influencées par la pensée de Judith Butler aujourd'hui, ont manqué, elles ont été beaucoup plus loin. Elles vont beaucoup plus loin que les premières études féministes, c'est sûr, mais elles ont manqué le coche en ceci qu'elles n'ont pas su différencier ce qui, dans la question du sexe, appartenait encore au genre et ce qui était vraiment du sexe. Et notamment, elles n'ont pas été jusqu'à dire, et Monique Wittig non plus d'ailleurs, que les mâles et les femelles, c'était pas de la réalité biologique. Ce qui est de l'ordre de la réalité biologique, ce sont les caractères du sexe. Les mâles et les femelles, c'est une opération, tout le monde sait que c'est des catégories, mais la plupart des gens, et aussi je pense dans les études de genre et dans les sciences sociales, les études de genre qui viennent donc des sciences sociales, gardent cette idée de la pensée ordinaire que les concepts de mâle et de femelle sont de l'ordre de la réalité. Or, je pense que à ce niveau-là, ce n'est pas de la réalité et c'est ça qu'il faut défendre. Et ça a une implication très importante qui est que si ce n'est pas de l'ordre de la réalité biologique, ce n'est pas une obligation. Et donc, nous ne sommes pas obligés de nous définir comme hommes et comme femmes au sens biologique, c'est-à-dire au sens mâle et femelle. Nous avons le choix. Nous ne sommes pas obligés de nous définir par nos caractères du sexe ou par notre fonction dans la reproduction. Donc, être des hommes et être des femmes, c'est facultatif. Voilà. Donc, pour une société non sexiste, c'est une société, parce que j'ai combien de minutes? Encore une? 0, 2 parce que je pense, bon, comme beaucoup de gens dans les études de genre, que c'est très problématique si on crée les gens, si les gens se différencient sur la base du sexe, s'identifient, je suis un homme, je suis une femme, c'est forcément en opposition aux autres, à l'autre terme, et forcément cela engendre de la discrimination, et forcément cela engendre... C'est presque un automatisme cognitif. Enfin, je ne fais pas de la psychologie cognitive, mais pour moi c'est automatique. Donc on ne peut pas sortir du sexisme en continuant à se définir comme homme et comme femme. Bon, alors la deuxième question, quel risque j'ai pris? Ouais, j'ai pris des risques.
j'ai pris des risques, oui, au début de mes recherches. Je savais que j'aurais sûrement pas de poste. Il y avait très peu de bouquins sur le genre, très peu de séminaires, mais bon, c'était ce qui me plaisait de faire, quoi. Hein. Je veux dire, on fait de la science aussi comme on fait de l'art, oui, parce qu'on pense qu'on a quelque chose d'important à dire, voilà. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de venir, enfin, quelque chose que font pas les sciences sociales actuellement, c'est d'essayer d'aller restituer hein, ce qui constitue leur... En ce qui concerne la diffusion de donc, cette culture non sexiste, personnellement, j'ai contribué par deux vecteurs. Premièrement, à la création d'une revue, donc en 1995, la revue Clio, Histoire, Femmes et Société, dont j'ai été co-directrice jusqu'en juin 2010, pour affirmer dans la discipline historique le rôle de l'histoire des femmes et du genre, donc, en respectant, on peut dire, les catégories de la discipline, l'appui sur les 4 périodes, des articles sérieux, l'aide à la publication des plus jeunes, etc., nous avons progressivement imposé le sérieux de l'histoire des femmes, qui était pourtant considéré comme un péché originel. Hein. Le féminisme, c'est le péché originel de l'histoire des femmes. Il faut quand même bien le savoir. Deuxième axe, j'ai contribué à créer un fonds documentaire spécialisé qui est accessible en pré-interbibliothèque, je le dis pour tout le monde, y compris dans les bibliothèques municipales, non seulement universitaires, mais aussi municipales, qui s'appelle Aspasie. Aspasie, c'est une philosophe de l'Antiquité. Et vous trouvez, si vous tapez Aspasie, vous pouvez trouver des organisations d'aide aux prostituées, mais aussi le fonds documentaire. Vous avez des revues et des livres, et donc ça contribue à la diffusion de la culture. Quel risque dans la communauté des historiens, faire l'histoire des femmes, c'était considéré comme du militantisme, ce qui est le péché total en histoire, évidemment, et particulièrement pour l'histoire du temps présent, c'est faire du journalisme. Alors que la question des liens passés et présents sont au centre de la discipline historique. Mais ça permet aussi d'interroger le pluriel du mot féminisme. On l'a dit tout à l'heure dans le titre de ce pluriel du mot féminisme, je le vois particulièrement sur mon dernier terrain de travail, le genre des rébellions urbaines, qui m'a permis de comprendre les positions diversifiées des féministes aujourd'hui sur la question du foulard, sur les garçons arabes, positions qui sont marquées non seulement par les féminismes, mais aussi par une histoire du passé colonial. Et je vais prendre un risque, je vais vous parler des événements de la semaine dernière à Lyon, parce que ces événements sont complètement masqués par une propagande incessante du gouvernement. Donc un centre-ville en état de siège, un pouvoir qui pratique une garde à vue massive de centaines de jeunes, garçons et filles, lycéens ou étudiants, pendant 6 heures sur la place centrale, les empêchant de participer à une manifestation légale, autorisée, et séparant au final les garçons, donc on a bien une question de genre, donc séparant les garçons considérés comme non blancs, c'est-à-dire les noirs et les maghrébins, des autres, ils sont emmenés, donc en garde à vue, fouillés, fichés, etc. Les filles subissant de la part des policiers pendant des heures des réflexions sexistes. Certaines filles se sont battues à l'égal des garçons avec les moyens du bord. Des pratiques racialistes de la part de certains membres des forces de l'ordre et une mutation du genre en acte. Étant donc neurobiologiste, que sur les aspects biologiques des différenciations mâle-femelle, homme-femme, il faut le distinguer quand même sur le plan du développement, sur le plan des règles de ce qu'on appelle de l'embryologie. La façon dont le corps se développe obéit à certaines règles, et la façon dont le cerveau se développe obéit à d'autres règles. Il y a aussi, bien sûr, des règles en commun. Mais il est important de voir que le cerveau a une spécificité dans son développement. C'est-à-dire que son développement ne peut se faire de façon harmonieuse que s'il est, dès la naissance, en interaction permanente avec l'environnement.
Bon, le petit bébé humain, il naît avec simplement 10% des connexions entre les neurones qui sont présentes, et les 90% des connexions vont se fabriquer plus tard, progressivement, en fonction précisément des interactions familiales, sociales, culturelles. Et c'est ce rôle majeur de l'environnement en interaction, évidemment, avec des déterminismes biologiques qui vont faire que les neurones vont se connecter entre eux. C'est cette interaction qui va contribuer à la fabrication du cerveau et à nous permettre d'être ici aujourd'hui. Mais il faut bien voir que ce mode de développement, il est d'abord spécifique de l'espèce humaine. Il n'y a pas le même processus, enfin l'importance de l'interaction avec l'environnement n'est pas aussi cruciale chez les primates. Et surtout, le corps, ce qui relève du somatique, n'est pas à ce point dépendant de l'interaction avec l'environnement. Voilà, donc je voulais mettre ça au point pour quand même distinguer le fait que le cerveau, c'est l'organe de la pensée et c'est un petit peu quelque chose. Beaucoup, j'envisage pas la recherche comme un travail de création autarcique indépendante. Hein. Pour moi, la recherche, c'est aussi, Joël en parlait tout à l'heure, ou Evelyne, je ne sais plus, parlait de travail synergique. Donc c'est un lieu d'échange, de partage intellectuel. Donc dans ces perspectives, j'ai formé plusieurs projets en collaboration avec un historien que j'ai converti au féminisme, puisqu'à la base il ne travaillait pas du tout sur les femmes. Et en fait c'est en lisant ma thèse qu'il s'est intéressé aux femmes, il a pris de l'empathie pour les femmes et leur destin, et voilà. Donc on a formé trois projets en commun. Le premier, donc, c'est un colloque international et interdisciplinaire, donc consacré aux femmes de science depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, et qui aura lieu donc en juin 2012 à Brest ou à Rennes. Et en fait, je voulais, à l'issue de ma thèse, pouvoir appréhender en fait le phénomène sur les femmes de science, donc sur une plus longue durée, d'où Antiquité jusqu'au XIXe siècle, et aussi sur un espace beaucoup plus large et autre que celui de la France. Le deuxième projet, c'est un livre consacré donc à l'histoire littéraire de la misogynie, depuis l'Antiquité, cette fois jusqu'au XXe siècle, où on appréhende en fait les racines à la fois mythologiques, scientifiques, juridiques de la misogynie. En effet, dans un monde encore régi par le sexisme, on a été étonné de constater l'absence bibliographique sur le concept de misogynie. Et on s'est demandé pourquoi un tel silence face à un phénomène aussi prégnant. Alors, le troisième projet, c'est une édition critique de textes latins du XVIe et XVIIe siècle, qui n'ont jamais été traduits en français et qui ont donné lieu à une grande querelle autour de l'âme des femmes, donc jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc, le sujet de la querelle, c'était est-ce que les femmes donc, ont une âme, oui ou non, et font-elles partie de l'espèce humaine? Et ce sont des textes vraiment d'une gynophobie effarante. Voilà. Alors, concernant les risques, peut-être que je dirais que ma démarche épistémologique est peut-être un risque en elle-même, puisque, à la base, je suis donc une littéraire, mais je ne fais... alors peut-être que je me situe par rapport à mes confrères et mes consoeurs littéraires, auprès desquels ma démarche va peut-être paraître audacieuse, dans le sens où je ne fais pas de la littérature au sens strict du terme, mais l'étudie dans son éventail le plus large, c'est-à-dire dans l'ensemble de la textualité. Autrement dit, j'étudie les femmes savantes dans les discours médicaux, dans les discours de sciences expérimentales, dans les traités de jurisprudence, dans la presse, dans la fiction, bien entendu,
enfin bref, dans la littérature dans sa globalité. Finalement, je fais en fait de l'histoire globale, un peu comme Braudel entendait faire de l'histoire globale. Et je pense que cette vision globale que j'ai de la littérature donc, peut remettre en question une certaine vision classique et sclérosée de la littérature.